Dimanche 20 février 1994. Il est 2h30 du matin quand le téléphone sonne dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Cyr-du-Taillon, en Charente-Maritime. 2 adolescents viennent de découvrir un véhicule incendié à Saint-Thomas-de-Connac. Lorsqu'ils se sont approchés, ils se sont aperçus qu'à l'intérieur, il y avait le corps d'une personne. Le corps, bien, il est déjà très dégradé, il faut bien le dire. La combustion a déjà bien commencé. On retrouve une moitié de corps, en fait. La victime ne pouvait pas être sauvée. Ça paraissait évident. Les gendarmes se dépêchent sur les lieux. À leur arrivée, les pompiers sont déjà présents. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un accident. Pourtant, des éléments intriguent immédiatement. Le corps, par exemple, qui est censé être celui du conducteur ou de la conductrice, mais le corps, il est sur le siège passager. On va découvrir également qu'il y a un bidon d'essence qui est sur le siège arrière. Il y a des éléments qui, factuellement et immédiatement, sautent aux yeux des enquêteurs pour leur dire c'est pas forcément un accident, une sortie de route, en tout cas un banal accident de la route. La brigade locale, s'apercevant qu'il y a des faits troublants, demande une assistance technique, donc technique d'enquête et technique aussi au niveau des investigations à faire sur le véhicule. On va faire appel aux spécialistes des investigations judiciaires et l'ASR de Poitiers se déplace très rapidement sur les lieux et va mener les premières constatations. C'est Gérard Lehen qui est chargé de diriger les investigations. Il prend aussitôt la direction de Saint-Thomas-de-Connac, en compagnie du membre de son groupe homicide, Richard Loret. Dès leur arrivée, ces enquêteurs aguerris constatent effectivement des incohérences. Le véhicule est simplement là, arrêté sur le bas-côté. Il n'y a pas de traces de choc, il n'y a pas de violence matérielle sur la carrosserie. Pas de traces de freinage, pas de traces de ripage sur la route, rien. Rien, et puis en fait, rien qui peut expliquer un accident à cet endroit-là, parce que certes, il y a un petit virage, mais pas au point de poser des difficultés de circulation. La position du corps de la victime écarte un peu plus la piste de l'accident de la route. Tout de suite, on se rend compte d'une chose, les pieds ne sont pas dans la bonne position dans l'habitacle pour que l'individu qui est noirci soit au côté conducteur. La voiture, c'est une vieille Mercedes et au milieu, il y a, entre le siège passager et le siège du conducteur, il y a une grosse console. Et donc, on ne peut pas passer d'un siège à l'autre. Donc en fait, tout de suite, ça implique qu'il y avait donc un autre conducteur qu'on n'a pas. Ça veut dire aussi que c'est une affaire criminelle et non plus un accident de la circulation. Les gendarmes le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour les enquêteurs de la section de recherche de Poitiers, le compte à rebours vient de commencer. Dimanche 20 février 1994, jour 1, première heure d'enquête. « 4 heures du matin. Alors que les constatations sur le véhicule se poursuivent dans la nuit, la priorité pour les enquêteurs est de déterminer qui est la victime. Grâce à la plaque d'immatriculation, nous arrivons à identifier le véhicule. On découvre que ce véhicule appartient à une Madame Brissot-Desmaillets. Madame Brissot-Desmaillets est une habitante de Saint-Thomas-de-Connac, qui habite à proximité du lieu de l'accident, ce qui peut laisser penser qu'effectivement, c'est peut-être elle qui est à l'intérieur de cette voiture. Les gendarmes se rendent immédiatement à son domicile. Et donc on y va, on frappe, on sonne, rien. Personne ne répond. Il n'y a effectivement personne, ce qui les conforte un peu dans le fait que dans le véhicule se trouverait bien effectivement la propriétaire des lieux. Sur place, personne n'a de doute concernant l'identité de la victime. Néanmoins, seule l'autopsie pourra confirmer qu'il s'agit bien de Françoise Brissot-Desmaillets. Au même instant, le téléphone sonne dans les locaux de la gendarmerie. Au bout du fil, c'est un certain Michel Protte, c'est ainsi qu'il se présente. Il dit appeler parce qu'il a constaté la disparition de sa voiture, une Mercedes, et il soupçonne son ex-femme, Françoise Brissot-Desmaillets, de lui avoir volé. Ça intrigue évidemment les enquêteurs. Donc, ils se disent, venez déjà porter plainte. Donc, ils font venir Michel Protte sur leur terrain, et Michel Protte va venir à la brigade de gendarmerie.
Quelques minutes plus tard, cet homme franchit la porte de la gendarmerie. Michel Protte, il a 41 ans, c'est un artiste peintre. Il est belge, mais ça fait 4 ans environ qu'il habite la région. Et il soupçonne son ex-femme, Françoise Brissot-Desmaillet, de lui avoir volé. Et pour cause, elle était la seule, dit-il, à avoir le double des clés. Donc, selon lui, ça ne peut être qu'elle. Ce qui paraît quand même bizarre, c'est quand même elle qui est propriétaire. C'est son nom qui est inscrit sur le certificat d'immatriculation. Donc on ne comprend pas pourquoi elle aurait pris cette automobile. Face aux gendarmes, Michel Protte revient sur son histoire avec Françoise Brissot-Desmaillet. Michel Protte, il a rencontré Françoise Brissot-Desmaillet à Bruxelles dans les années 70. Et puis ils finissent par se marier. Elle est son aînée d'une dizaine d'années. Et puis ils se sont séparés, ils ont divorcé. Néanmoins, Françoise Brissot-Desmaillet va être victime d'un AVC. Elle est donc diminuée. Et le couple va se reformer au moment où Françoise Brissot-Desmaillet a besoin d'aide pour continuer à mener une vie, entre guillemets, quasi normale. C'est à ce moment-là qu'ils partent vivre en France. Elle a un ancrage familial dans cette région de la France. Où ils achètent une très belle propriété. Elle regagne en autonomie. Les suites de son AVC se règlent au fur et à mesure, tout doucement. Et là, elle va partir vivre à Toulon. Le couple s'est séparé quelques mois plus tôt, mais serait resté en bons termes. Ils continuent quand même à avoir des relations, notamment pour régler un certain nombre de papiers, les déclarations d'impôts. Et c'est notamment pour régler des soucis de papier qu'elle était censée venir du côté de Saint-Thomas-de-Conac. Donc c'est pour ça que M. Protte pense que Mme Brissot est certainement revenue pour prendre son véhicule et à partir de là aurait eu cet accident. Richard Loret décide alors de lui révéler qu'ils ont retrouvé sa voiture incendiée, avec un corps calciné à l'intérieur, quelques heures plus tôt. Monsieur Protte est complètement effondré et comprend tout de suite que c'est sa femme qui est à l'intérieur. Donc il est effondré et là, il peut vraiment plus nous parler, il pleure à chaudes larmes. L'audition de Michel Protte se poursuit. Le Belge est sommé de s'expliquer sur la présence d'un bidon d'essence ouvert, au niveau du siège arrière. Il va dire qu'il avait nettoyé le véhicule, le filtre à gasoil, je crois, et qu'il avait utilisé un bidon d'essence, qu'il avait dû le laisser derrière, sur le siège arrière, ouvert. Et puis, il explique aussi que son ex-femme fumait et qu'elle aurait pu se servir de l'allume-cigare, mais que l'allume-cigare dans la voiture est défectueux et que quand on appuie dessus et qu'il est prêt à être utilisé, en fait, le ressort expulse l'allume-cigare et que l'allume-cigare aurait pu aller enflammer la bouteille d'essence à l'arrière. Lorsque M. Protte nous fait cette démonstration, ça nous laisse quand même dubitatif. Parce que, bon, un allume-cigare qui saute comme ça sur les sièges arrière des véhicules, c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Et donc, en fait, tout ça, ça fait un ensemble d'éléments qui, là, on peut le suspecter. Au moins d'être intervenant dans l'affaire. Alors qu'ils n'ont aucun élément permettant d'étayer leurs doutes, les gendarmes décident de tenter le tout pour le tout et placent Michel Protte en garde à vue. Ce témoignage et ce dépôt de plainte, en fait, ça se transforme en garde à vue parce qu'il passe du statut de victime d'un cambriolage ou victime d'un vol au statut de suspect numéro 1 dans une affaire criminelle qui ne fait que commencer. Jour 1, 8e heure d'enquête. Il est 11h quand maître Christelle Joux s'est contactée pour assurer la défense de Michel Protte. Je suis permanence garde à vue et j'interviens pour le placement en garde à vue de Michel Protte. C'est un petit bonhomme, plutôt, il faut bien le dire, avec des yeux un peu intrigants, très clairs, très perçants. On vient de lui annoncer qu'il a perdu son ex-épouse, mais avec laquelle il était toujours en relation. Et donc il est profondément malheureux et il a l'air plutôt sincère. L'audition de garde à vue du Belge débute. D'emblée, l'interrogatoire change de ton. Si l'audition, la première, est libre, la deuxième répond plus à des questions. Les questions deviennent plus précises. Il était où? Il est parti quand? De quelle heure? À quelle heure était-il et où? Quand c'est qu'il est revenu? Comment a-t-il appris l'affaire? Etc., etc., etc. Seulement, Michel Protte a un alibi pour la nuit de l'accident. La veille au soir, l'artiste belge explique qu'il s'est rendu avec un autre véhicule à Bordeaux, à plus d'une heure de Saint-Thomas-de-Conac.
Il devait aller à Bordeaux pour récupérer son épouse, Madame Brissot Desmaillets, qui devait arriver à la gare. A priori, il n'y avait pas de train. Il serait parti se promener quelques heures dans la ville. Il serait repassé à la gare. Et puis, comme il n'y avait pas de train qui arrivait de Toulon, il a décidé de reprendre l'autoroute et de rentrer à la maison vers 5 heures du matin. Et en rentrant à Saint-Thomas-de-Conac, il découvre que la voiture a été volée. Et lui en conclut que sa femme serait arrivée peut-être plus tôt dans la journée, aurait fait du stop ou aurait appelé un ami pour venir, qu'elle serait venue à la maison, elle aurait pris la voiture et elle serait repartie. On trouve qu'il a passé beaucoup de temps à Bordeaux, quoi. Passer le plus clair de la nuit à Bordeaux pour attendre quelqu'un qui n'est pas, ça fait surprenant, quoi. Le temps presse pour les gendarmes, qui voient leur scénario s'effondrer. On l'interroge sur des détails horaires. D'ailleurs, quand est-il parti de chez lui? Quand est-il arrivé à Bordeaux? Par où est-il passé? Même chose pour le retour. Il nous sort tous les tickets d'autoroute, et les tickets des bières, et le ticket du petit encas qu'il a pris dans la région bordelaise. Pratiquement, ils étaient dans l'ordre. Ça fait comme... Je prépare les documents dans ma poche, quand ils vont me demander où j'étais, je vais les donner. On peut se dire que c'est quelque chose qui est complètement préparé depuis longtemps. Tous ces éléments font que ça renforce nos doutes sur le personnage qui est en face de nous. D'autant plus que l'artiste belge, sans le savoir, vient de délivrer aux gendarmes un élément précieux à son encontre. Très rapidement, ils se rendent compte que le timing lui a permis assez facilement de faire en réalité l'aller-retour 2 fois, d'être allé à Bordeaux, d'être revenu et d'être reparti. Voilà, pour avoir le ticket du matin qui laisse supposer qu'il a passé la nuit à Bordeaux. Il y a un trou de 4 heures dans lequel, effectivement, il a pu commettre ce meurtre. Donc, voilà, ça se resserre autour de Michel Proth. Jour 1, 12e heure d'enquête. « 15 heures. Les gendarmes décident d'effectuer une perquisition au domicile de Michel Proth, à Saint-Thomas-de-Conac. Nous découvrons un sac de femme qui appartient donc à Madame Brissot Desmaillets, puisqu'on va trouver à l'intérieur des documents d'identité et une paire de lunettes. Ça, c'est surprenant. D'après ce qu'il nous disait, c'est une taupe, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas du tout sans ses lunettes. Alors, une femme partir de nuit dans un véhicule sans aucun papier, en laissant son sac à main sur place et les lunettes, ça paraît très surprenant. On s'interroge encore beaucoup parce qu'il y a trop d'incohérences, on n'y voit pas clair du tout encore à ce stade de l'enquête. Pendant ce temps, la nouvelle de l'accident de voiture de Françoise Brissot Desmaillets fait le tour du village. Pierre-Henri Brandet fait partie des journalistes qui travaillent sur l'affaire. Je suis journaliste à France 3, à Poitou-Charentes. Ce jour-là, je suis de permanence. Et donc, le rédacteur en chef de l'époque décide de m'envoyer avec un caméraman sur place. Et donc, nous allons travailler sur ce fait divers, voilà, d'un accident qui ne ressemble pas à un accident classique. Pour les habitants de Saint-Thomas-de-Conac, c'est la stupéfaction. C'est un petit village de 500 âmes, donc Michel Proth est vite vu comme le Belge sympathique. D'ailleurs, il est surnommé par ses voisins comme le Belge. Il n'est jamais le dernier pour donner un petit coup de main dans les maisons, faire des petites réparations, des petits travaux, tondre un bout de pelouse. Il va régulièrement au bar, et là où il s'est fait pas mal d'amis, et apparemment tout le monde l'apprécie parce qu'il paye régulièrement sa tournée. On a droit à des réflexions du genre ça peut pas être lui, ça peut pas être Monsieur Michel Proth, il n'est pas capable de faire ça. Et tout le monde pense que il n'a rien à voir là-dedans, quoi. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais leur enquête va connaître un étonnant rebondissement. Jour 1, 15e heure d'enquête. Alors que la garde à vue de Michel Proth se poursuit, un nouveau témoignage va venir jeter un peu plus le trouble dans l'esprit des enquêteurs. Le planton de la brigade de Sacier du Taillon reçoit un coup de fil d'un monsieur qui se présente comme étant le fils de Madame Blanche Vichera et que cette dame retraitée habite à Royan. Il ne peut plus la joindre depuis au moins un jour. Il n'a pas de nouvelles de sa maman. Et alors pourquoi il appelle les gendarmes de Saint-Thomas-de-Conac? C'est qu'il a entendu parler de la garde à vue de Michel Proth. Et Michel Proth, justement, est un ami de sa maman. C'est une parente de Françoise Brissot Desmaillets. Donc, elle connaît bien Michel Proth.
Intrigué, le directeur d'enquête Gérard Lehen prend immédiatement le fils de Blanche Vichra au téléphone. Je pose des questions directement à ce monsieur et il nous explique effectivement que sa mère avait rendez-vous la veille ou l'avant-veille avec monsieur Michel Protte qui devait venir poser un masque vénitien sur la cloison. C'est lui qui devait faire les trous nécessaires. Une femme qui disparaît et qui avait un rendez-vous avec l'homme placé en garde à vue pour le meurtre d'une autre femme. La coïncidence est troublante. Les gendarmes n'ont pas une minute à perdre. Ils doivent confronter leur suspect belge à ce nouvel élément. On lui dit, mais il paraît que vous deviez passer voir Blanche Vichra, que vous connaissez. Lui dit, non, elle m'a appelé, elle voulait qu'on dîne ensemble, mais je ne pouvais pas. Je n'ai pas pu parce que je devais aller chercher Françoise à la gare de Bordeaux. On a un cadavre qui est supposé être celui de Madame Brissonnet-Maillet, et on a une disparition, celle de Madame Blanche Vichra. Et au milieu, nous avons Monsieur Protte qui est en lien avec ces deux femmes. Mais face aux accusations des gendarmes, Michel Protte campe sur ses positions et clame son innocence. Alors, les enquêteurs sont-ils sur la bonne piste ou le véritable meurtrier court-il toujours dans la nature? Lundi 21 février 1994, jour 2, 29e heure d'enquête. Au terme de 24 heures, la garde à vue de Michel Protte est levée. Alors qu'ils n'ont toujours que peu d'éléments, les enquêteurs présentent leur suspect au juge d'instruction. Lui seul décidera si les indices sont suffisants pour placer l'artiste belge en examen pour l'assassinat de sa femme. Monsieur Protte, ses déclarations ne tiennent pas la route. On croit vraiment être en présence d'un meurtre et peut-être même d'un assassinat, puisqu'il y a vraisemblablement une préméditation dans l'exécution de ces faits. Une nouvelle fois, avec l'énergie du désespoir, Michel Protte crie à l'erreur judiciaire. Comme la loi l'y autorise, il demande au juge une faveur, reporter cet entretien de quelques jours. Tout ça le submerge un peu, et il ne veut pas y faire face. Il demande à bénéficier d'un délai, pensant qu'il pourrait amener des éléments à sa défense. Pendant ce temps, les gendarmes s'organisent pour mener leurs investigations sur les deux affaires. En fait, on part sur une affaire et très rapidement, on en a deux. Et donc, en fait, ça, c'est chronophage chez nous. Puisque ça veut dire que vous devez mettre des enquêteurs sur la partie Vichra, la dame de Royan, et puis d'autres enquêteurs sur la partie Brissonnet-Maillet. Et donc, c'est difficile à coordonner. En attendant l'autopsie du corps calciné dans la voiture, prévue l'après-midi, ils décident de se rendre à Royan pour perquisitionner le domicile de Blanche Vichra. Il découvre un domicile que quelqu'un a probablement quitté précipitamment. Il y a quand même un petit peu de désordre. Il y a des choses qui ne sont pas rangées, il y a des choses dans l'évier, il y a des choses sur la table. On trouve des tasses à café, donc, qui démontrent qu'il y a bien eu quelqu'un qui est venu boire le café. Or, Blanche Vichra, elle est maniaque. Elle n'aurait pas quitté son domicile en n'ayant pas fait ce ménage. Donc, qu'est-ce que les enquêteurs vont penser? Que la disparition de Blanche Vichra n'est pas forcément volontaire. Et à partir de là, on peut s'interroger. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a emmené? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a agressé à son domicile? Dans le salon, un indice va s'avérer crucial pour la suite des investigations. Le long d'un mur, nous trouvons un petit peu de plâtre par terre et lorsqu'on lève un peu les yeux, on s'aperçoit qu'il y a un trou qui a été fait dans le mur. Ce qui est intéressant surtout, en fait, c'est les traces de plâtre qui sont encore au sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trou, il a été fait récemment puisque personne n'a nettoyé les traces de plâtre. Ça accrédite donc les dires du fils de Blanche Vichra, selon lesquels Michel Protte serait venu aider sa maman à accrocher le fameux masque vénitien. Alors que la perquisition est sur le point de se terminer, à Saint-Cyr-du-Taillon, l'enquête avance. Les relevés téléphoniques de Blanche Vichra sont épluchés méticuleusement. En fait, ce n'est pas Blanche Vichra qui a appelé Michel Protte pour l'inviter à dîner comme le prétend ce dernier. C'est Michel Protte qui a appelé Blanche Vichra, très sûrement pour lui proposer de venir faire le petit travail qu'elle lui avait demandé de faire, c'est-à-dire installer au mur le masque vénitien.
Donc nous nous disons que M. Proth nous a certainement menti. Il a des choses à cacher. Et de toute évidence. Et si Michel Proth était la dernière personne à avoir vu Blanche Vicherat vivante? Pourrait-il être lié à la disparition de la retraitée? Les enquêteurs ont de plus en plus la certitude qu'ils ont face à eux un criminel. Pour autant, l'énigme, à ce moment-là, est entière. Jour 2, 36e heure d'enquête. Institut médico-légal de Bordeaux. Il est 16h quand débute l'autopsie du corps calciné retrouvé dans la voiture. Le directeur d'enquête, Gérard Lehen, y assiste. On a tendance à dire les corps, même morts, peuvent parler. C'est surtout les indices dont ils sont porteurs qui peuvent nous apporter quelque chose. Et si vous voulez, où vous voyez une autopsie, moi je vois plutôt un corps qui va nous parler. Sur un corps carbonisé, il y a plusieurs questions qui se posent. Les premières sont celles de l'identification. Qui est-ce? Et puis la deuxième question, comment la mort a-t-elle eu lieu? Quelles sont les raisons du décès? En raison de l'état de dégradation du corps, la tâche ne s'annonce pas simple pour le légiste. On a un corps qui a brûlé de manière intense. Il ne reste donc qu'une partie calcinée d'environ 70 à 80 cm de taille. La destruction par les flammes va forcément abîmer les extrémités du corps. Les premières parties qui vont être brûlées et détruites vont être les mains, les avant-bras, et puis les pieds, les jambes, jusqu'aux cuisses. Le médecin tente dans un premier temps de déterminer les causes de la mort. Le médecin légiste amène comme conclusion que la personne devait encore être vivante à l'intérieur, puisque des traces de suie sont retrouvées dans la cage thoracique. A priori, la personne trouvée dans le véhicule est morte brûlée vive. Ça démontre quand même une certaine cruauté, parce que brûler un corps, c'est terrible à dire, mais ça peut se concevoir. Mais brûler un homme ou une femme alors qu'il est encore vivant, c'est quand même plus rare. Ça démontre quand même une particulière cruauté. Voilà. Le meurtrier n'a laissé aucune chance à sa victime. Dans la vessie, qui existe encore et qui est un muscle solide, et dans l'estomac, on va retrouver la présence de tranquillisants qui ont été administrés à la personne. Donc ça veut dire que la personne a été droguée pour être mise dans la voiture à cet endroit-là. Reste maintenant à déterminer l'identité de la victime. Convaincus qu'il s'agit de Françoise Brissot-Desmaillé, les enquêteurs ont en amont récupéré son dossier médical afin de pouvoir comparer ses données au corps autopsié. Françoise Brissot-Desmaillé, elle a été victime d'un AVC il y a plusieurs années. Et à la suite de cet AVC, elle a subi une trépanation. Donc il y a des trous dans la tête qui sont et qui doivent être extrêmement visibles. Et puis elle a subi également une ablation de l'utérus. Donc là, on part d'un dossier avec une personne qui a eu à la fois une intervention neurochirurgicale, à la fois l'ablation de l'utérus, donc ce qui réduit terriblement le nombre de personnes possibles. Mais contre toute attente, les conclusions du légiste s'avèrent stupéfiantes. Sur la boîte crânienne, il n'y a pas de trou de trépan. Donc il ne s'agit pas d'une personne ayant subi une intervention neurochirurgicale. Ça ne matche pas, ça ne correspond pas. Deuxièmement, sur le corps retrouvé présence d'un utérus, alors que pas d'utérus sur le dossier que l'on compare. Donc ipso facto, le corps qui est là, on ne sait pas qui c'est, mais c'est toujours pas Madame Françoise Brissot-Desmaillé. Ça, c'est une certitude. Ça remet en cause la base même de notre enquête. À ce moment-là de l'enquête, nous nous trouvons dans un moment critique et vraiment très important. L'enquête bascule complètement. C'est quand même un peu le choc, il faut bien le dire. On se retrouve avec un corps qui n'est pas celui de Madame Brissot-Desmaillé. Donc, qui est dans la voiture? Et puis, deuxième question, si ce n'est pas Françoise Brissot-Desmaillé, où est Françoise Brissot-Desmaillé? Le mystère s'épaissit un peu plus. Pour les enquêteurs, il y a urgence à identifier la victime retrouvée dans le véhicule. Mardi 22 février 1994, jour 3, 53e heure d'enquête. Pour déterminer qui est la victime, les gendarmes vont revenir au seul élément qu'ils ont, la voiture carbonisée.
Cette voiture, elle n'a pas été partiellement détruite, elle a été totalement détruite par l'incendie. Je décide donc, compte tenu de l'état de la voiture, de passer au tamis le véhicule. Donc ça, c'est vu avec les techniciens d'évacuation criminelle qui vont le faire. Et donc, en fait, on ramasse toute la cendre, tout ce qui se trouve comme détritus dans la voiture et on le passe au tamis. C'est un travail extrêmement minutieux parce qu'il reste au sol quelques éléments de la voiture. Le plancher s'est totalement affaissé, donc il y a une carcasse. Et puis, sur le plancher, il y a de la cendre, des résidus de cendre, des morceaux de fer. Un travail titanesque qui finit par donner des résultats. On a vraiment une chance extraordinaire. On trouve une dent. Et donc, on peut légitimement supposer que c'est une dent qui provient du cadavre qui a été retrouvé dans la voiture. Cette dent, c'est vraiment une chance incroyable pour les enquêteurs parce qu'on sait identifier des personnes juste à partir d'une dent. Donc ça vient apporter un vrai élément tangible dans cette enquête. Chose encore plus extraordinaire, c'est que cette dent, elle a une particularité. La dent qu'il retrouve, elle est d'un modèle particulier qui est opéré que par un certain nombre de spécialistes. Donc il y a une, entre guillemets, originalité à ce type de dent. Alors on va dire que la chance, on en a toujours besoin, c'est le petit coup de pouce. Mais ce petit coup de pouce, il n'arrive pas comme ça tout seul, vraiment, parce que les gendarmes, ils ont mis tout leur cœur. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Pour identifier le propriétaire de cette dent, les enquêteurs ont recours à un procédé inédit. On fait appel à un odontologiste, expert, et il dit on pourrait quand même tenter de retrouver qui est le dentiste qui l'a fait, parce que ce travail est très particulier. Il dit on a une revue professionnelle, donc en fait il dit on va rédiger un article, je vais vous aider, et on va le mettre dans la revue professionnelle, et si un dentiste se reconnaît, il va normalement prendre contact. Ça peut ressembler à un appel à témoins. Mais là, encore une fois, c'est dans tout type d'enquête, il faut toujours improviser et essayer de trouver quelque chose qui puisse nous permettre d'accéder à des informations qui puissent faire avancer l'enquête. Jeudi 24 février 1994, jour 5, 103e heure d'enquête. Il est 10h. À Saintes, Michel Protte, qui clame toujours son innocence, est finalement mis en examen pour l'assassinat de la victime non identifiée dans la voiture carbonisée. Il y a d'ores et déjà des présomptions de ce qu'il a effectivement commis un meurtre avec préméditation. Au vu notamment de ses mensonges, de l'accumulation d'éléments contre lui. Au même instant, un appel téléphonique reçu à la gendarmerie relance les investigations. On a un appel un jour d'un dentiste qui nous téléphone et qui dit voilà, je suis dentiste à tel endroit et j'ai lu l'article, je pense bien que c'est moi qui ai fait ce travail. Et je peux vous dire à qui appartenait cette dent. Cette dent appartient à Madame Blanche Michra. Le corps calciné a désormais un nom. Officiellement, il y a bien le corps calciné et donc le corps de Madame Blanche Michra. Cette partie, on va pouvoir avancer dessus, hein, c'est-à-dire pourquoi, quand, comment. Oui, parce qu'on se demande quand même quel est le lien, pourquoi c'est elle que l'on retrouve dans ce véhicule, et pourquoi, effectivement, Michel Protte, s'il est l'auteur de cet assassinat, pourquoi il l'a tué. Et on a toujours la question pendante, on a Madame Blanche Michra, mais il nous manque celle qui, d'après son mari, a volé sa voiture et a attrapé un accident, Madame Françoise Brissot-Desmaillets. Ça se resserre autour de Michel Protte, mais il manque encore des pièces importantes de ce puzzle criminel. Tout doit désormais être mis en œuvre pour retrouver l'ex-femme de l'artiste belge. La décision est prise de se déplacer immédiatement à plus de 700 km à Toulon, où réside Françoise Brissot-Desmaillets. Jour 6, 127e heure d'enquête. Au petit matin, l'appartement occupé par Françoise Brissot-Desmaillets est perquisitionné. Les enquêteurs découvrent surtout un appartement qui n'a pas été habité depuis très longtemps. Et ça va leur mettre la puce à l'oreille. Au même moment, ses proches et ses amis sont entendus. Tous sont unanimes. Françoise Brissot-Desmaillets craignait son ex-compagnon. Elle montre une certaine inquiétude. Il est possible qu'il y ait eu menace de sa part à lui. Je pense qu'elle voulait se séparer de lui de manière définitive. Il le prend sûrement assez mal.
Mais selon ses proches, le silence de la jeune femme ne serait pas préoccupant. Ils ont pensé qu'elle est partie à l'étranger, qu'elle voyage. Et d'ailleurs, ils ont étrangement reçu des cartes postales de différentes destinations, un peu exotiques, il faut bien le dire. Et ça suffit visiblement à les rassurer. Nous demandons à les récupérer, nous procédons à leur saisie. En les examinant, nous apercevons qu'elles ont un cachet de la Poste, et ce cachet de la Poste est celui de la Poste de Toulon. Et donc, à ce moment-là, ils imaginent que tout cela a été monté de toutes pièces pour accréditer l'idée d'un départ volontaire de Françoise Brissot-Desmaillet, alors qu'il s'agit d'une disparition, et d'une disparition qui est plus qu'inquiétante. D'autant plus inquiétante qu'elle n'aurait plus été vue depuis de nombreuses semaines. Elle avait un rendez-vous, je crois, le 25 octobre, avec un médecin qu'elle a honoré, et puis le lendemain, elle avait rendez-vous avec un notaire et un podologue. Et ces rendez-vous, le lendemain du 25, donc le 26, elle ne les a pas honorés. Pourquoi ? Interrogation. À partir de ce moment-là, donc c'est au mois d'octobre, plus personne n'a vu ou entendu parler de Madame Brissot-Desmaillet. Pour les enquêteurs, c'est certain, seul Michel Protte peut être à l'origine de cette disparition. Il est le suspect numéro 1 parce que lui, sur cette période, il est effectivement le seul à avoir des nouvelles d'elle, à prétendre en avoir, alors que personne d'autre, effectivement, n'en a. C'est le seul qui ait eu des contacts dernièrement, puisqu'il l'aurait soi-disant eu au téléphone, il est au courant qu'elle devait revenir à Saint-Thomas-de-Conac pour régler des affaires. Donc pourquoi M. Protte serait-il le seul à avoir encore des éléments sur Mme Brissot-Desmaillet, alors que plus personne ne l'a vu ou entendu depuis plus de 4 mois. Michel Protte pourrait-il être l'auteur de non pas un, mais de 2 meurtres de femmes? Qui est réellement cet artiste peintre qui semble être apprécié de tous? Jour 12, 273e heure d'enquête. C'est en Belgique, pays d'origine de Michel Protte, que les investigations se poursuivent. Les enquêteurs, aidés par leurs homologues belges, épluchent le parcours de leurs suspects. Il est originaire de Genneval, c'est une commune du Brabant wallon, commune plutôt huppée, très bon chic, bon genre. Il fait son service militaire chez les paracommandos en Belgique, et puis il abandonne l'armée. Et donc là, voilà, il commence un petit peu à partir à la dérive, il braque des villas, il s'intéresse à des banques. La journée, il est hypnotiseur. Donc hypnotiseur le jour, braqueur de villas la nuit. Mais surtout, les enquêteurs découvrent que Michel Protte a déjà été condamné pour le meurtre de Paul Bayle, un flamand richissime. Michel Protte s'intéresse à la collection de timbres hyper précieuses de ce Paul Bayle. Et un jour, alors qu'il s'apprête à commettre un vol dans cette immense propriété sublime de Hoegaarden, il tombe sur Paul Bayle qui en fait le prend en flagrant délit et il lui assène un coup avec une bouteille en verre. Et donc il l'attache avec des liens qu'il a appris chez les paracommandos. Et en fait, il s'avère que Paul Bayle n'était pas mort sur le coup, mais a été tué ensuite avec les liens qui le serraient. Donc il a été étranglé au niveau du cou. Michel Protte, il sortira de prison après 8 années seulement prestées, ce qui peut paraître assez surprenant. Il a fait moins de la moitié de sa peine. Quand il sort de prison, c'est au moment où Françoise Brissot-Desmaillet a son AVC, qu'elle a besoin d'aide. Et donc, ils se réinstallent ensemble et ils vont refaire leur vie. Donc, il se refait une virginité à Saint-Thomas-de-Conac. Dans les années 80, cette histoire fait du bruit. Et puis on oublie un petit peu Michel Protte. Il revient dans l'actualité belge avec les faits français. La justice belge soupçonne également Michel Protte d'être responsable de 2 meurtres non élucidés. Il est notamment suspecté d'avoir tué une prostituée dans le quartier nord de Bruxelles. Et il est notamment aussi suspecté à un moment d'avoir tué un autre philatéliste. On a vraiment affaire à un criminel, clairement. On se dit, M. Protte a tout à fait le profil pour avoir tué et son épouse et peut-être Mme Blanche Vichra. Comme on dit dans notre jargon, il coche toutes les cases pour être un auteur potentiel. Ça vient ajouter une pierre, si je puis dire, à l'édifice un peu de la culpabilité de Michel Protte. Tous les gendarmes se posent alors la même question. Si Michel Protte a fait disparaître son ex-épouse, où a-t-il caché son corps?
Où a-t-il pu le mettre en priorité pour répondre à deux qualités pour lui essentielles, ne pas se faire voir et ne pas être trouvé par hasard? À partir de ce moment-là, on prend donc contact avec des services qui utilisent une caméra thermique à l'aide d'un hélicoptère pour passer au-dessus de la propriété de Madame Brissot-Desmaillés, de manière à déterminer si des travaux ont été faits, notamment des tranchées ou des choses de ce genre-là, des travaux en sous-sol. Des moyens d'investigation totalement inédits qui démontrent une nouvelle fois l'investissement des gendarmes dans cette affaire. C'est un dossier qui est extrêmement compliqué et donc il faut se donner les moyens de réussir. Ça nous tient vraiment à cœur. Vraiment, ils ont eu à cœur de retrouver cette femme, très clairement. C'était leur seul objectif. À un moment donné de l'enquête, c'est leur seul objectif, ils veulent la retrouver. Et à ce moment-là, ils vont repérer depuis le ciel, après analyse, ce qui pourrait être une grande tranchée. Fouiller le jardin de Michel Protte est désormais l'unique priorité des gendarmes, qui vont néanmoins devoir prendre leur mal en patience et attendre que les conditions météorologiques soient optimales. Vendredi 15 avril 1994, jour 55, 1305e heure d'enquête. Il est aux alentours de 7 heures du matin, quand un important dispositif est mis en place au domicile de Michel Protte. Son avocate se souvient de ce moment si particulier. Il y a énormément de monde, il y a une certaine pression, une certaine pesanteur, il faut bien le dire. Il y a le juge d'instruction, le greffier, les enquêteurs. Oui, oui, bien sûr, hein, la route est bloquée. C'est une scène quand même assez impressionnante. Alors qu'il est toujours incarcéré, Michel Protte est également présent. On sent bien qu'il est de plus en plus inquiet. Alors, il essaye de masquer ça autant que faire se peut, mais il commence à être inquiet. Et quand il voit qu'on a repéré donc la tranchée, on le sent pas sûr de lui et on l'entend même dire « je suis foutu ». On lui demande de répéter ce qu'il vient de dire et il se tait. Il ne dit plus rien. Sur place, la tension est palpable. On requiert des ouvriers et ils terrassent. À l'appel, à un moment donné, un ouvrier dit là j'ai trouvé une tôle métallique. Et il dit il y a une main qui dépasse. Et là, on continue tout doucement, on creuse, et en fait on trouve un corps. À ce moment-là, nous pensons que nous touchons le but. Il y a de grandes chances que ce soit le corps de Madame Brissot-Desmaillés qui soit à l'intérieur de cette couverture. Après plusieurs semaines d'investigation, c'est un soulagement. Un soulagement, puisque en fait, après le choc où on avait 2 enquêtes à faire, tout semble se réunir pour n'en faire qu'une. Comme dans toute enquête, le but final, c'est d'arriver à un résultat. Donc, dès l'instant où on sent ce résultat approcher, on ne va pas dire que c'est une certaine jouissance, mais bon, on est quand même heureux. Face à cette découverte, Michel Protte ne donne aucune explication. Il se trouve confronté à une réalité qu'il ne peut pas nier. Et donc, en fait, comme on dit chez nous, hein, tout peut se nier sauf l'évidence. Et donc, il est coincé de plus en plus. Il ne peut plus nous répondre. Et donc, en fait, une particularité, c'est je n'ai pas de réponse. Il est dans l'incapacité totale d'admettre ce qu'il a fait. L'autopsie confirmera quelques heures plus tard qu'il s'agit bien du corps de l'ex-femme de l'artiste belge. Françoise Brissot-Desmaillés, qui est bien la personne retrouvée dans le jardin, a été tuée par strangulation. Donc étranglée par une cordelette dont le nœud a été fait de la même manière que le nœud qui a été retrouvé sur le cadavre du rentier belge tué par Michel Protte. Quelque part, c'est sa signature, c'est notre paracommando. Il a signé son crime, et donc ça vaut presque tous les aveux, bien évidemment. Pas besoin d'avouer. Là, les enquêteurs, ils ont l'élément déterminant. Ils ont les corps, évidemment, ils ont les noms, ils ont la signature. Mais il nous reste à répondre à une question essentielle, pourquoi ? Pour le directeur d'enquête, le mobile est tout trouvé. Le mobile, c'est l'argent. Lorsqu'on épluche un petit peu les comptes bancaires, on s'aperçoit que M. Michel Protte est complètement
dépendant de son épouse. Il se rend compte qu'il a 0 ressources en France, 0 revenu, et qu'elle, en revanche, elle perçoit sa retraite de haut fonctionnaire qui les fait vivre tous les deux, depuis déjà de nombreuses années, en vérité. Et on s'aperçoit que, à partir du moment où Mme Brissot-Desmaillets décide de couper les vivres, c'est durant la période du mois d'octobre, moment de sa disparition complète. C'est quelqu'un qui a besoin d'argent et il va tuer, comme il a tué le rentier belge, comme il va tuer Françoise Brissot-Desmaillets. Il la tue parce qu'elle va couper les vivres. En s'en prenant à Blanche Vicherat, Michel Protte aurait-il voulu camoufler le crime de son ex-épouse? L'entourage de Françoise Brissot-Desmaillets se pose beaucoup de questions. Et à un moment donné, Michel Protte, il sent l'étau qui se resserre. Et donc, la thèse de la disparition volontaire de Françoise Brissot-Desmaillets, elle vacille. Et là, il se dit, attention, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là que va germer l'idée de faire croire à la disparition de Françoise Brissot-Desmaillets dans un accident de voiture qu'il va maquiller. Et pour ça, il a besoin d'une nouvelle victime. Et la nouvelle victime, il va la trouver en la personne de Blanche Vicherat. C'est un meurtre pour en cacher un autre. C'est d'une cruauté absolue, c'est que cette femme n'a rien à voir dans le parcours de vie de Michel Protte. Elle est au mauvais moment, j'allais dire, au mauvais endroit, c'est-à-dire sur la route de Michel Protte, au moment où lui cherche quelqu'un pour faire croire que sa femme est toujours vivante et qu'elle va mourir dans un accident de voiture. 55 jours auront été nécessaires aux gendarmes français pour résoudre cette affaire hors norme. Cette enquête-là a été particulière parce qu'en fin de compte, c'est un gros puzzle qu'il a fallu essayer de reconstruire. D'avoir mené à bien ce dossier tous ensemble, main dans la main, ouais, c'est une satisfaction. Je pense qu'on peut être fier de nous. Ouais. Cette affaire m'a marquée parce que c'était ma première affaire criminelle. Le scénario est quand même assez rocambolesque. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a des investigations scientifiques. On est allé très loin quand même dans l'enquête. Ça part de Belgique, on arrive en France. Il y a 2 victimes. On part d'un banal accident de la route, à la sortie d'un petit village tout à fait tranquille, pour arriver à une vraie histoire criminelle. C'est évidemment sordide, c'est machiavélique, c'est rusé sur certains côtés, extrêmement grossier de l'autre, et en tout cas, ça en fait une histoire criminelle hors norme. Ce qui est incroyable aussi, c'est que on imagine les enquêteurs qui partent juste sur une voiture brûlée avec certains corps à l'intérieur et qui se retrouvent à la fin avec un tueur en série sur les bras, puisqu'au final, c'est bien 3 personnes que Michel Protte aura tuées, 1 en Belgique et 2 en France. Donc c'est quand même un sacré personnage et une sacrée affaire. Fait partie des quelques affaires particulières dont on se souviendra jusqu'à la fin de ma vie. En septembre 1996, Michel Protte est condamné par la cour d'assises de la Charente-Maritime à la réclusion criminelle à perpétuité pour double assassinat. Nous sommes un vendredi 13. Oui, nous sommes le vendredi 13 novembre 2015. Merci d'écouter France Inter, il est 7h30. Le 13 au matin, il faisait beau, il faisait bon, et j'étais très content. Salut à tous, bienvenue dans ce 7-9 qui commence maintenant. Le 13 novembre, je me lève à 11h du matin, et j'ai faim. En général, on peut dire que le week-end s'annonce plutôt pas mal. Ce matin, on a déjà 13 à Paris et à Marseille. J'ai le souvenir, ce matin-là, de m'être dit, tiens, j'ai envie d'être beau aujourd'hui. J'ai mis ma plus belle chemise, un petit pantalon sympa. Il y a les Guns of the Death Metal en concert au Bataclan. J'envoie un messenger à 2 amis et je leur dis « Are you ready to rock ?» Petite superstition qui pèse, puisqu'on est quand même un vendredi 13.
Et il y a un match ce soir-là, France-Allemagne, donc qui se déroule. Donc on se dit super, on va aller boire un coup et puis on va regarder le match du coin de l'œil. C'est la 26e confrontation entre ces deux pays. En tous les cas, un match qui s'annonce passionnant. Je sais qu'à la fin de la semaine, il doit y avoir un match de football amical et j'ai confirmé ma présence. Pour être franc, je ne suis pas un très grand amateur de football. Je suis plutôt né dans une région où on joue au rugby. Ce soir-là, j'avais accepté gentiment d'aller voir ce match amical entre la France et l'Allemagne. C'est censé être une fête, un moment de bonheur partagé et en tout cas, on ne s'attend pas à avoir des groupes de hooligans dans le stade. En gros, en 2 heures, le stade il est rempli, vous atteignez 80 000 personnes dans le stade et ça se passe comme à chaque fois, c'est-à-dire très bien. Chanté par presque 80 000 personnes, ça reste gravé à jamais. C'est beaucoup d'émotions. On a vraiment l'impression qu'on est tous en groupe dans un endroit un peu isolé du monde réel. On arrive au Stade de France. Là, il y a la brasserie de l'Events qui fait l'angle et il y a la porte D en face. On s'aperçoit qu'on finit par rester seul, en fait, devant la brasserie et qu'il commence à avoir moins de monde. Donc les gens rentrent, en fait. Mon fils me dit « Papa, on peut rentrer directement dans le stade ?» Et je lui dis « On va manger une bonne merguez, là, une bonne... Voilà, t'as pas envie d'un sandwich ?» Et puis on voit un premier mec passer. Moi, j'ai l'œil dessus. Je trouve bizarre au premier passage, en fait. Mais bizarre comme quand on grandit, on vit dans un quartier et qu'on se dit une personne est extérieure au quartier. Il y a un individu qui s'est collé derrière un autre spectateur qui voulait rentrer. Et là, je lui ai dit, monsieur, présente-moi votre billet. Et là, il continuait sa course. Texto, hein. Là, il m'a dit, monsieur, il faut que je rentre. Je dois rentrer, il faut que je rentre. Et puis là, je lui ai dit, monsieur, vous me gênez à mon travail. Je vous invite à vous décaler. Vous voyez qu'il y a du monde devant moi. Et là, il se décale, il m'observe. Il était très jeune, avec un visage très enfantin. Et là, j'ai crié à mon collègue, faites attention, cet individu, il n'a pas de billet, il a essayé de rentrer chez moi. Et à ces moments-là, il s'est faufilé dans la foule. Le match commence, il est 21h. On suit l'événement comme si on était un peu mieux que la télévision dans son canapé. Je suis donc à la tribune présidentielle. Les Français jouent bien. Et le match est plaisant. Mon fils me dit, papa, je vais aller aux toilettes. À ce moment-là, on revoit le mec, l'individu repasser. Mais je le vois venir vers la brasserie. Et je me mets moi juste devant la grillade, le stand, pour récupérer mon sandwich. Et je prends mon sandwich, je le regarde et d'un seul coup, boah! C'est une c'est un attentat raté. Ça revient. Il y a une détonation. Elle paraît à l'extérieur du stade et ne produit rien à l'intérieur. On fait le tour de toutes les caméras de vidéosurveillance. Je me rends compte que c'est pas le Stade de France qui est touché, que l'explosion n'a pas lieu dans l'enceinte du Stade de France et qu'elle est juste derrière les grilles au niveau des bars que j'avais pu voir quelques heures avant. J'ai pas imaginé tout de suite que c'était une bombe. Et je me souviens très bien avoir dit à mon voisin de droite, je lui ai dit, tu vois, ça c'est des tests. Ils nous montrent qu'ils sont capables d'amener un pétard et un jour ça sera plus un pétard, ça sera une vraie bombe. La première pensée qu'on a à cet instant-là, c'est son gamin qui est dans les toilettes. Je rentre dans la brasserie, et je vais sur les toilettes et je vois qu'il n'y a plus mon fils. Et je hurle, mon Dieu, pas mon fils, pas mon fils. Et je reviens, je fais un retour là où le kamikaze a explosé pour regarder s'il n'y a pas le débris ou un vêtement ou un tissu qui peut me donner un peu de foi pour me dire mon fils il est vivant en fait.
j'écoute. Oui, bonjour, on a une explosion de bouteilles de gaz au Stade de France à Saint-Denis. J'écoute. Oui, bonjour, je suis devant le Stade de France là et il y a une dame. Qu'est-ce qu'elle a eu exactement? Allez-y. Il y a eu une explosion en fait à côté dans un restaurant. Au début, les informations ne sont pas concrètes, les gens sont assez éloignés. Ils ont un petit peu peur, mais ils nous précisent juste que c'est des bruits. Pour l'instant, on n'a pas d'informations vraiment concrètes, on n'a pas de personne qui est devant le sinistre. À cet instant où je cherche mon fils, vous restez pas les bras croisés, donc vous y êtes. Et je le vois dans ceux qu'on a confinés, qu'on a essayé de garder. Et je vois un petit gamin de 13 ans traumatisé. Donc j'ouvre les bras comme ça en fait. Mais avec la peur, la crainte, mes bras se baissent. Et lui me prend dans ses bras, dans ses petits bras, et me dit papa. Et il arrête de pleurer. Moi je pleure à sa place, j'ai l'impression. Et je me dis c'est pas possible, j'ai pas été capable de protéger mon gamin. C'est mort, t'as plus de gaz. Le boulon dans le téléphone. Et là, donc, il s'est passé quelques minutes depuis la première explosion. Et là, il y a une deuxième explosion. Je sors du stade. C'est totalement désert devant à l'endroit où je sors du stade. Et là, sur le trottoir, je suis seul et il y a une jambe. Et sur ma droite, à environ 100-150 mètres, il y a le deuxième corps du deuxième qui vient de se faire sauter. Là, je passe du moment des quelques secondes de sidération à l'absolue certitude que je suis face à 2 kamikazes. Donc la chef du service de protection du président de la République vient près de moi, très discrètement, et me glisse à l'oreille qu'il y a en fait un blessé et peut-être un mort. Je fais en sorte de sortir discrètement. Je vais à ce moment-là dans le PC de sécurité qui est au dernier étage du Stade de France. Je m'attendais à le voir entouré de conseillers finalement et il n'a pas d'autres conseillers que nous. Et je dois prendre une décision. Si je pars, est-ce que je demande que la partie soit interrompue, avec à ce moment-là le risque que le public sorte précipitamment du stade? Je suis un des derniers à passer. Je lui ai dit, la situation n'est pas stabilisée et il faut garder les gens à l'intérieur du Stade de France et continuer comme si de rien n'était. Il y a aussi un de mes fils qui est présent au stade. Ce que je lui dis, c'est ce que je pourrais dire à tous les spectateurs. Restez au stade. Vous êtes en sécurité là. Ouais, c'est le capitaine Muscat, précoce au Stade de France. Dis-moi juste, 2 explosions, ouais. Aux abords du stade. Ouais. Et pour l'instant, le stade, il n'y a pas eu d'information là-dessus? Non, il n'y a pas eu de diffusion d'informations et il y a encore 72 000 spectateurs à l'intérieur. Il n'y a pas de fusillade, il n'y a rien? Il n'y a pas de fusillade. Parce qu'on a plein de fusillades dans Paris là en ce moment, je te le dis. Je quitte le stade avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. À ce moment-là, je reçois un coup de téléphone m'informant qu'il y a à Paris des attaques qui se produisent sur un certain nombre de lieux. C'est ce que nous redoutions, c'est-à-dire un commando réparti en plusieurs équipes, vraisemblablement coordonnées, qui ont décidé d'organiser dans la capitale l'horreur et l'effroi. Le temps de retour du Stade de France à l'état-major, on a mis peut-être, 10 minutes, parce qu'on a été très vite. Mais c'est le seul moment de la soirée où j'ai pu réfléchir. Après, ça n'a été qu'une succession de questions et d'ordres à donner. Alors moi je travaille à l'hôpital Saint-Louis. On décide avec mes internes d'aller boire un verre. Il fait pas très froid ce jour-là. Et malheureusement il n'y a pas de place en terrasse parce que le bar était plein de monde et donc on rentre. Nous arrivons devant le bar Le Carillon. Moi je ne connaissais pas l'adresse. Ça faisait vraiment bar de petits quartiers, là où les amis se retrouvent. Et j'ai vraiment eu
cette pensée qui m'a traversé l'esprit en me disant on est vraiment safe ici. Et puis voilà, et puis juste à côté de nous, il y avait l'écran de la télé qui était accroché sur le mur et qui était censé retransmettre le match. C'était soir de match, donc avec les mecs à la caserne, on regarde le foot. Et puis voilà, donc le camion sonne, on part pour une personne blessée dans un Franprix, donc intervention banale. On arrive avec le camion, je le fais garer juste en face du Franprix. Je descends et là, je jette un œil sur les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon. Alors le match commence, on regarde un peu du coin de l'œil, on continue à discuter. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais on m'a dit, tiens, c'est bizarre, il y a comme un arrêt de jeu. C'est Patrice Evra qui a le ballon et qui s'arrête de jouer parce qu'il a entendu un bruit dans le stade, en fait. Et donc ça claque 1, 2, 3, 4 fois et là ça se passe en 1 seconde, 2 secondes, mais on se dit dans sa tête, c'est marrant, ça sent pas très bon quand même, c'est bizarre. Et j'ai le souvenir d'avoir assez vite compris en fait qu'il se passait quelque chose de pas normal sans vraiment prendre la mesure de ce qui se passait. En fait, je suis entre le Franprix et l'ambulance et je commence à avoir je vois des ricochets. Ouais, des ricochets, des étincelles sur le mur de l'hôpital Saint-Louis. Du coup, là, je me dis que déjà, j'ai pas de notion d'attentat pour l'instant. Je sais pas vraiment ce qui se passe, hein, comme tout le monde, hein, puisque en plus de ça, je savais même pas ce qui se passait au Stade de France. Donc, j'ai eu l'effet de surprise, clairement. Et je trouve le temps de retourner à l'intérieur. À ce moment-là, mes collègues ont le temps de fermer toutes les portes du camion. Et donc, moi, je me mets au sol avec eux. Et là, ça tire. Et ça n'arrête pas. Et en fait, en me retournant, je commence à voir des fissures dans les vitres. Et puis, comme une image de fumée qui arrive, en fait. Et je me rappelle avoir crié par terre, mais vraiment très fort, avec une voix comme quand on a peur. C'est-à-dire que ça sort des tripes. Moi, je crois à ce moment-là qu'il y a quelqu'un dans le bar, en fait, qui est en train de tirer sur les gens en s'avançant dans le bar et dans le fond du bar, vers là où je me trouve. Et on réalise pas encore, en fait. On est accroupi dans un bar qu'on n'a jamais vu, derrière un radiateur, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Là, j'ai peur, mais en même temps, je me dis, bon, je suis résigné, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis également, essaye de penser à quelque chose, je sais pas. Quelle est ta dernière pensée? Et il n'y a pas de pensée qui vient. C'est un peu le vide dans la tête. Au bout d'un moment, ça s'arrête quand même. Et là, je décale ma tête parce que je veux voir ce qui se passe, je comprends pas. Et je vois un des assaillants avec son arme. Il est serein, il est calme, il marche. Avec son arme au poing. Il y a à nouveau une rafale de, je sais pas, moi j'entends 15, 20 balles. Et puis moi, je crois entendre une voiture qui redémarre, quoi, quelques secondes après. Ça fait 5-10 secondes qu'ils ont arrêté de tirer. Et moi, je sors, en fait. On est garé à 10 mètres. 10 mètres du Petit Cambodge. Le Carillon est un peu plus loin. Vraiment, j'arrive au milieu du carrefour. Je balaye du regard les 2 terrasses. Je fais, OK, c'est bon, je demande ça. Je demande le plan rouge. Ici le véhicule de secours active 133 Parmentier, je demande déclenchement du plan rouge. Rue Alibert, angle rue Bichat. Bilan inconnu. Elle se suit parler. C'est assez silencieux, en fait. En dehors des hurlements de douleur, il n'y a pas d'autre bruit. Et là, en fait, on n'a pas envie vraiment d'ouvrir les yeux parce qu'on se dit ça va être terrible à regarder. On sent qu'il y a des corps qui bougent, qu'il y a des gens autour de vous qui ouvrent les yeux en même temps que vous. On se regarde sans bien comprendre ce qui vient de se passer. Je vois l'horreur partout où que je pose mon regard. Et je vois dans les yeux des gens ce que j'imagine être dans mes yeux aussi à ce moment-là, c'est-à-dire l'horreur, l'effroi. Et je vois quelqu'un par terre vers l'entrée du bar, qui était à mon avis assis à une table, mon âge sûrement, 25 ans. Nos regards se croisent en fait, et lui est par terre, il est absolument blanc, et je le regarde, ça dure 1 seconde, et je vois qu'il referme les yeux, et en fait j'ai tout de suite compris que lui avait été touché, et là qu'il était mort devant mes yeux en fait. Donc. J'ai qu'un peu un chef Guichard, bilan provisoire,
15 décédés, 5 urgences absolues. Elles sont su parler. J'ai assez enseigné, donc là, à mon tour d'effectuer des gestes, de faire ce que je peux avec les gens, en attendant que les autres collègues de ma caserne arrivent. Il y a des pompiers qui arrivent assez vite, et c'est pas des surhommes, c'est-à-dire qu'on sent très bien que eux-mêmes, ils ont des yeux énormes comme nous, ils comprennent pas bien ce qui se passe. Tout le monde les appelle pour aller aider leur ami. La première chose que je fais, c'est de me diriger en fait vers la personne qui était inanimée, et son ami en fait est assis juste à côté et nous regarde, nous relayer pendant qu'on fait ce massage cardiaque. Mais en fait, il était déjà décédé, je pense, quand on a commencé à essayer de le secourir. On s'est retrouvés victimes et sauveteurs. On n'était que 3. Il n'y a pas beaucoup de matériel. Donc voilà, nous aussi, on était, je vais pas dire un peu, on était complètement dépassés. Je me rappelle avoir cherché des ciseaux derrière le bar parce qu'on n'arrivait pas à couper une compresse, il n'y avait pas assez de matériel pour tout le monde, ils n'étaient pas assez. On était, je sais pas, dans le bar, on devait être une 50aine, bien au-delà même. On fait des garrots, on met l'oxygène, on essaie de voir ce que les gens ils ont, on découpe les vêtements. Tout ça va tellement vite et en même temps, chaque instant dure une éternité. Il faut essayer de tenir, quoi. Essayer de tenir en attendant que les secours arrivent. Je sors du bar. Je vois l'état de la terrasse, que des corps, et là, ça prend aux tripes parce qu'on les voit. On sent que ça s'est pas passé il y a longtemps. Et en fait, il reste personne, quoi. De voir ça là, c'est dans la rue à Paris, en fait. C'est ça qui est, c'est la scène qui est compliquée à imaginer dans une rue aussi paisible, aussi normale. Et encore une fois, on est impuissant. On peut pas faire grand-chose. Et nous, on peut que dire merci de pas avoir été touchés. Il y a 2 voitures qui se sont arrêtées. Ils ont tiré sur les 2 restaurants qui sont à l'angle. Ils ont tiré plein de coups de feu. Coup de feu sur le restaurant. Quittez pas madame, j'appelle la police, quittez pas. Donc moi j'ai tout d'abord cette personne qui me décrit des gens en train de courir dans les rues, se faire tirer dessus. Je sens déjà un stress à sa voix, venez vite, ils sont en train de se faire tirer dessus. Donc je me dis mais enfin où êtes-vous, qu'est-ce qui se passe, tirer dessus, combien de blessés? Allô? Je viens d'assister une petite garde. D'accord, rue Jacques Louvel? Non, 3 rue de la Fontaine-au-Roi. Il y a un mec mort à 3 rue de la Fontaine-au-Roi par terre. Combien de personnes au sol? Moi, de ma fenêtre, je ne vois pas seul. Mais ils ont tiré dans un restaurant et dans la rue. Je ne sais pas si c'est un autre. Quittez pas. Urgence 112, j'écoute. Il y a eu une fusillade en bâtiment, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant. C'est rue de la Folie-Méricourt au coin. On a vraiment vu des gens tirer sur la terrasse, mais je ne sais pas ce qu'ils disent. Ça s'est passé il y a combien de temps, s'il vous plaît? Là, il y a 5 minutes, 10 minutes. Premier appel de mon directeur de cabinet qui me dit il se passe quelque chose au Stade de France et tout s'enchaîne. Le maire du 10e m'appelle et il me dit je sais pas ce qui se passe, ça a l'air grave. Le commissaire vient de me dire de rester chez moi, de ne pas bouger. Est-ce que tu en sais plus? Et donc l'angoisse. Ce soir-là, il y avait à la Belle Équipe, je crois qu'il y avait 2 réservations. Une pour un anniversaire, une pour, je crois qu'une entreprise qui avait signé un contrat puis qui voulait marquer le coup. Il y a des lumières, mais pas trop de lumière. Enfin, c'est l'ambiance parfaite pour un vendredi soir et pour un pot de départ. Les gens rigolent. Je propose à mon collègue de sortir fumer une cigarette. Il y a du bruit, c'est très bruyant. Mais c'est du bon bruit. Et je regarde les barrières parce que c'est un angle en fait. Et à ce moment précis, je me dis heureusement qu'il y a des barrières quand même parce que c'est un angle de rue assez dangereux.
C'était ma semaine avec Tess, voilà. Il y avait le match France-Allemagne, match amical à la télé. Donc je me suis dit, je vais passer 5 minutes. Et bien sûr, les 5 minutes ont duré plus longtemps. Et quand il a fallu faire demi-tour, au moment où j'ai fallu le faire, c'était un peu... Enfin, j'avais pas envie, j'étais bien là-bas, quoi. Voilà. Mais j'ai ma fille qui m'attendait, donc j'allais faire demi-tour pour rentrer chez moi. Et là, il y a une déflagration. Le premier bruit que j'entends, c'est une pétarade. On peut pas imaginer que quelqu'un est en train de tirer à l'arme automatique en bas de chez soi. Les bruits, on aurait dit un marteau-piqueur, mais en plus rapide. Avec les résonances des immeubles autour, c'était impressionnant de violence et de puissance de coups. Et là, je dis à ma fille, on se tire de là, on se sauve, on va dans la chambre. On a un appartement qui est assez long, donc on se lève tous les deux et on file dans la chambre se cacher. Quand les déflagrations commencent, il y a quelqu'un qui hurle peut-être 10 secondes après que ça commence « Couchez-vous ». Et tout le monde se jette au sol. Je ramène mes genoux contre mon ventre. Il y a la chaise qui est sur ma tête, la table qui recouvre une partie de mon corps. C'est comme si à ce moment-là, tout le monde était en train d'essayer de se faire le plus petit possible. Et les verres qui tombent. Je me lève, je vois les chaises tout par terre, la lumière tout éteint. Et dans le même mouvement, je fais tout ça dure peut-être 10 secondes, donc je vois un individu au niveau du trottoir avec une Kalachnikov, enfin une arme automatique, et puis comme ça, on est en train de flinguer un mec, je me rebaisse, et puis après ça va très vite, puisque j'entends des rafales, et là je me dis, c'est pas... j'ai la télé, je suis ce qui se passe, je me dis, c'est pas un règlement de compte, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose. Ils sont venus flinguer tout le monde, point. J'ai une grande baie vitrée, donc qui donne sur ce carrefour. Donc j'arrive à me mettre sur le côté de la baie vitrée et j'arrive à voir, en bas, juste devant moi, un gars avec l'arme à la hanche, en train de tirer. Il envoie des rafales, tout le temps. Il fait tomber le chargeur, il en remet un, et il continue. Et ça n'arrête pas. Et devant, il y en a un autre qui tire sur les véhicules qui passent. Ça tire. Ça tire. Ça tire, recule. Recule, ça tire. Non. Ensuite, il y en a un des 3 qui monte sur la terrasse, que je vois arriver sur le côté derrière les barrières, et qui, lui, ne tirait que balle par balle. Et là, c'était boum, boum, boum. Et là, je me dis, mais il est en train de finir les gens par terre. Et je comprends toujours pas ce qui se passe. Il n'y a pas de cri. Personne ne crie. Et le silence, le silence autour de ces uniques bruits-là. Et en fait, doucement, il y a une odeur qui monte, que je mets un peu de temps à reconnaître. En fait, c'est l'odeur du sang. Donc là, vous dites, vous espérez que Jamila, elle est aux toilettes et pas sur la terrasse. Et puis surtout, vous dites, maintenant, faut partir parce que soit ils vont finir le travail à l'intérieur et tu vas y rester. Et puis, t'as une petite fille à la maison. Et sa maman, elle est sur la terrasse, peut-être. Donc, ou tu prends une balle au passage parce que ça tirait, ou de toute façon, tu te fais flinguer à l'intérieur comme un chien par terre. Donc, je me suis levé, je marche sur les gens, instinct de survie, il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'à une chose, c'est à ma fille et à Jamka en terrasse. Je ne vois pas la terrasse, et donc je ne peux pas voir les gens par terre de chez moi. Et là, je vois mon smartphone, je vois le gars en face de moi, et je fais 4 photos. Jusqu'au moment où il remonte dans la Seat noire. Et là, quelqu'un crie, et c'est la même voix qu'au départ. Il crie « Levez-vous », ils sont partis. Et là, je me dis, mais c'est qui il, en fait? Je vais tout de suite en terrasse, quoi. Je crois qu'on m'a dit, attends, machin. Enfin, il n'y avait plus de tir, donc les mecs, ils attendaient pas dans la rue pour flinguer les passants. Donc je cours sur la terrasse et j'arrive sur la terrasse avec la scène que vous pouvez imaginer.
Voilà. Là, il y a une de mes collègues qui sort. Elle regarde pendant une fraction de seconde et elle se met à hurler. Et c'est le premier bruit déchirant. Et bien sûr, je me rappelle de voir un proche allongé, mort, clairement mort avec son visage, si tout ça est tiré. Et je cherche Jam, bien sûr, voilà. Et après ça, je l'ai écrit, c'est bon, voilà. Je descends, j'ai ma trousse de secours, je sors dans la rue, là c'est hallucinant. Il y a des gens qui courent dans tous les sens, qui s'enfuient, des hurlements, des cris, et en même temps une espèce de silence. Des cris, et en même temps plus de son. C'est étrange. Et là, j'arrive devant la terrasse. C'est... Enfin, c'est pas descriptible, tout est mélangé. Il y a les corps, les tables, les chaises, tout est renversé. C'est un amas de corps et d'objets. Et il y a du sang partout, du sang qui coule, qui va dans le caniveau. Il y a un panneau par terre qu'ils mettaient devant le restaurant. Eux, au lieu de marquer Happy Hours, ils mettaient Heures heureuses. Et ce panneau-là, il est par terre avec des traînées de sang dessus. À l'endroit où j'étais en train de fumer une cigarette juste avant, avec mon collègue, il y a une fille qui est par terre. Et il y a son téléphone qui sonne. Urgence pompier, j'écoute. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Il y a eu une fusillade au 89 rue de Charonne. Il y a une terrasse entière de bistrot où il y a une dizaine de blessés. Rue de Charonne. Rue de Charonne. Il s'est passé quelque chose de terrible. C'est un attentat, des gens à la mitraillette qui ont tiré sur les gens qui étaient en terrasse. Il faut envoyer beaucoup de véhicules. Madame, écoutez-moi. Oui. Vous ne descendez pas, vous restez chez vous. D'accord. Et on s'en occupe. Et là, les appels, ils commencent à monter. Donc une fois, deux fois, je cours à travers la salle, qui est relativement grande. En fait, à chaque fois, c'est le même constat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des balles, des tirés, il y a des gens qui sont couchés par terre dans la rue, il y a du sang partout, il y a des gens... C'est une fusillade? Il y a des gens qui viennent de tirer partout sur un café. Il y a visiblement des gens qui vont pas bien. Ça crie de partout, voilà, il faut des pompiers très vite. Au fur et à mesure, je demande à mes collègues, mais où tu te situes? Il dit, je sais pas trop. Moi, je suis dans telle rue. J'essaie de mettre les adresses dans la tête et je m'aperçois qu'en fait, il y en a de plus en plus des adresses. Je relève la tête et je vois un jeune homme qui entre. Il a un look tout à fait normal. Voilà, une barbe de 2-3 jours, des cheveux courts très bien coiffés, comme s'il venait de passer chez le coiffeur. Il se retourne tout doucement. J'ai l'impression aujourd'hui que cette scène dure des heures, mais elle a dû durer que quelques secondes. Petit à petit, je découvre son visage et son regard. Un regard à la fois... déterminé, haineux. La serveuse qui était en train de servir quelques verres dans ce coin-là passe devant lui, lui adresse la parole et à ce moment-là, un flash blanc, un bruit monstrueux, énorme, qui est assourdissant tout de suite. Donc je me retourne complètement contre le mur en protégeant mon visage. Je vois une flamme énorme. Avec une fumée orange, bleue, et c'était juste au-dessus des lampes de chauffage. C'est pour ça que j'ai tout de suite cru que c'était une explosion au gaz. Et à ce moment-là, je crie très fort, coupez le gaz. J'entends plus rien.
comme si on avait coupé le son, voilà, et je vois du mouvement, mais j'entends plus rien, mes oreilles ne fonctionnent plus. Une ambiance très blanchâtre dans la lumière, avec des morceaux de coton qui volent. La serveuse, c'est la première personne que je vois, complètement couverte de sang, qui crie de douleur également, partout. Je l'allonge par terre et je lui dis de ne pas bouger. Ensuite, je vois une deuxième personne, un jeune homme, avec l'explosion. Il a certainement volé en haut, je pense, et il est resté coincé entre les tables et les chaises. Je le prends, mais brutalement, par les épaules, et je le tire et je le mets par terre. En collant ma joue contre son visage, je vois qu'il n'y a pas d'air qui passe. Et là, je réagis immédiatement, je décide de commencer le massage cardiaque. Il y avait juste un t-shirt, mais qui nous gênait quand même un petit peu dans le massage. Et quand je déchire ce t-shirt, je vois des fils. Le premier fil que je vois, je me dis, c'est un baladeur. Voilà. Mais là, tout à coup, je vois d'autres couleurs. Je vois du rouge, je vois du noir, je vois de l'orange, je vois du blanc. Et mon regard se rejette par terre et je vois des boulons, des vis complètement flambant neufs qui brillaient énormément dans ce sang par terre. Et je me dis, mais c'est pas une explosion au gaz, c'est un kamikaze. Et pour pas créer de panique, je le garde l'information. Je continue à le masser. C'est des règles. Allô? Oui, les pompiers. Venez vite au comptoir Voltaire, il y a une explosion. Une explosion ou des tirs? Non, une explosion. Il y a plusieurs blessés. Venez vite. Une explosion? Qu'est-ce qui a explosé? Je sais pas, parce que je suis pas rentré. Ouais, Montreuil, Voltaire. Exactement, venez vite. Ça fait partir ou pas? Explosion dans un restaurant? Oui. Très bien, monsieur. Une équipe est en route. On fait au plus vite. Et tout à coup, il y a la première équipe de sapeurs-pompiers qui arrive. Et le chef de corps qui arrive me connaît et il me dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» Je lui dis « Écoute, le gars qu'on est en train de masser, c'est lui qui s'est fait exploser. » Et là, il me regarde dans les yeux et il me dit « Quoi ?» Je lui dis « Oui, il a des fils sur lui. » Il me dit « Ok » et il se met à crier, mais très fort. On arrête tout et on évacue. Ça court partout, je dois sûrement courir partout aussi. Je maîtrise plus vraiment ce que je fais en fait. Et là, je m'effondre complètement. Je me mets à pleurer, je m'assois sur le trottoir à côté de ce lampadaire et je regarde mon quartier qui est mon village et qui a été attaqué. Et je commence à me rendre compte que en fait, j'aurais pu y passer. Ce dont je me souviens, c'est du rythme. C'est-à-dire du téléphone qui sonne toutes les 2 minutes pour m'annoncer une nouvelle épouvantable à chaque fois, plus tragique, plus dure, plus insoutenable. Et avec une incertitude qui est la plus terrible. Je me dire, mais ça ne va pas s'arrêter. Cette nuit, demain, après-demain. Et on a parlé du cauchemar de ces moments, c'est vraiment de ça dont il s'agit. On se pose la question de savoir si cette monstruosité qu'on est en train de vivre est quelque chose de réel ou quelque chose d'irréel dont on va se réveiller, tellement les choses sont incroyablement violentes et inédites. Fusillade secteur PAM, 15 décédés, 5 tueurs. Je me mets en tenue, je retrouve mon chef d'équipe, Jimmy, avec qui je suis en binôme. Et au moment du départ, on nous annonce que c'est une fusillade. Je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je pars pour ce motif. Alors il y a un journaliste dans le camion avec nous parce qu'il faisait un reportage sur notre caserne à ce moment-là. On repart pour une fusillade à l'angle de Charonne et de Godefroy-Cavagnac. Ok. J'ai pas d'autres renseignements complémentaires si ce n'est qu'apparemment il y a déjà eu d'autres fusillades secteur Parmentier. Ok. Donc on reste bien vigilant. On s'engage pas sous le feu s'il n'y a pas de force de l'ordre, ok? Là, je décide de sortir seul pour analyser le danger. Ce qui est important pour moi, c'est la sécurité de mes hommes. Ils ont mitraillé tout à la calache, ils ont tout descendu. Des plans vite. Il y a toute la terrasse qui est parfaite. C'est terrifiant. La situation est dramatique, mais je n'ai pas le droit de montrer que je suis perturbé, ni aux gens, ni à mes hommes. Allez, secours à victime, il y a des gens en arrêt de partout.
Les chefs d'équipe, vous commandez. Les chefs d'équipe, vous commandez. Et ça, c'est un ordre que jamais j'avais entendu et que je pensais jamais entendre. Donc ça voulait dire que on était 2 chefs d'équipe, chacun avec un équipier, et c'était à nous de prendre les décisions. On arrive sur les lieux et là, on voit une terrasse, une scène, même s'il y avait énormément d'activités, beaucoup de gens qui tournaient autour, la scène était vraiment figée, quoi. C'était... Il y a 2 angles où il y a 3 ou 4 corps empilés, sous les tables, sur les chaises. Des cris, des gens en train d'agoniser, certaines personnes déjà décédées. Et là, j'ai eu une grosse vague de tristesse que j'ai contenue, que j'ai essayé tant bien que mal de transformer en énergie, en motivation. Et sur le moment, je me dis pas, c'est moi qu'ils attendent. Je me sentais pas encore vraiment pompier, ça a duré une fraction de seconde. Et après, j'ai réalisé, je fais non, faut que j'y aille, c'est moi le pompier, c'est moi qui dois venir en aide. On dit que c'est nous les premiers secours à être arrivés sur les lieux. Moi, je pense que tous les gens qui étaient là, qui étaient spectateurs, c'est eux qui ont été les premiers secours arrivés. C'était là et ils essayaient tant bien que mal d'aider. Vite, en vide. On est là comme ça sur en vide. Juste devant moi, il y a une personne qui est morte. Là, ça se voit. Juste derrière, une jeune femme. Et elle a une plaie à la jambe qui saigne par jet. Donc, c'est une artère. J'ai un paquet de 10 compresses, j'ouvre, je pose les compresses sur la plaie et je lui demande d'appuyer fort dessus. Et là, elle me répond, je peux pas, j'ai une balle dans le bras. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je prends ma ceinture, je sors ma ceinture, je passe autour, je serre le plus fort possible. Elle crie pas. Impressionnant. Dans ce genre d'intervention, il y a la zone de sinistre et il faut faire ce qu'on appelle un poste médical avancé. Donc là où on regroupe toutes les victimes, où on trie les victimes, donc par urgence absolue, urgence relative. On les installe sur des tables, même par terre. Ça devient vraiment... C'est plus un bar, c'est une scène d'horreur. Enfin. Vous êtes dans un état second quand même, quand vous vivez ces choses-là en live. Et même si vous essayez d'être resté le plus alerte possible, parce que vous restez alerte, parce que vous dites « t'es chez toi, mon pote, donc t'as une responsabilité à minimum », c'est de la survie, c'est de l'instinct de survie. Voilà. Je sais même plus votre question et les autres et machin. Déjà vous réalisez que vous réalisez que vous allez pouvoir rentrer et voir votre fille, quoi. Et quand vous voyez des gens que vous connaissez qui sont morts tous les deux et que vous les voyez tous les deux morts et que vous savez qu'ils ont 2 enfants à la maison, je sais que je suis un VIP, quoi. Et la première personne que je rencontre, c'est le chef de garde qui me fait un premier point de situation et qui me dit voilà, docteur, a priori il y a eu une 30aine d'urgences absolues, on va les extraire et les amener là. Je fais ok. Je me dis ok, vas-y, amène-les. Bon, c'est bon, on va gérer. En fait, on va gérer. En fait, je prends pas du tout la mesure de l'intervention là, à ce moment-là. C'est le premier blessé que je vois, une dame qui était allongée au sol, qui me parle, et je lui dis ça va, elle me dit j'ai un peu de mal à respirer, je me rends compte qu'elle a une plaie thoracique, donc je dis voilà, la chose bête c'est que voilà, la plaie thoracique il faut la mettre demi-assise, donc on a mis j'ai mis la dame moi-même demi-assise, et je lui ai fait écoutez madame, je repasse vous voir. Et je continue mon tour des premiers blessés. Ta mission, votre mission, vous faites le tour des victimes. Il y a des victimes qui ont des carreaux. Oui. Vous vérifiez que ça saigne pas. Je me rappelle d'une jeune dame qui avait une horrible plaie. Et quand j'arrive vers elle, je dis voilà, je suis le docteur, comment ça va? Et en fait, elle dit oui, ça va. Et en fait, je soulève la couverture et je fais non, ça va pas. Enfin, et c'était ça pour quasiment tous les patients. C'est-à-dire que les gens, je pense que les gens pensaient que peut-être que le voisin était plus grave qu'eux, et donc il fallait prendre du temps pour le voisin et pas pour soi, en fait.
il y avait des morts, donc ils étaient vivants. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête à ce moment-là, mais je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi. Le nombre de victimes monte. C'est là où je prends la mesure un peu de la situation, puisque on a à peine fini d'en traiter quelques-uns, qu'on en traite 2, il y en a 4 qui rentrent. 30 secondes par patient, ça fait 20 minutes à la fin. Et là, il se passe les premières choses un petit peu difficiles, parce que la première femme que j'ai vue, en fait, j'y retourne la voir, et puis en fait, elle est, je me rends compte qu'elle est décédée assise sur le montant du. Enfin voilà, c'est malheureux. C'est malheureux, mais malheureusement, enfin c'est. Par contre, je me souviens d'un homme qui était allongé sur la table, un jeune homme. On savait qu'il avait vraiment peu de chances de s'en sortir. Et il y a un monsieur qui est venu de lui-même. Il a été au chevet de ce jeune homme qu'il connaissait absolument pas, à lui parler, à l'encourager et à l'accompagner dans ce qui a été les derniers moments de sa vie. Et j'ai vraiment, avec le recul, c'est vraiment, je pense, l'image que je garde de cette soirée. Je suis tout le temps avec mon chef d'équipe, avec Jimmy. Il y a un moment où on se pose 3 secondes, où il me regarde, il me demande si ça va, il me sourit. Et ça m'a permis, et à lui aussi, je pense, de se reconnecter à ce moment. Il y a des gens qui ont descendu des couvertures. Alors des couvertures pour les blessés, mais aussi, et ça c'était quand même très très touchant, c'était très poignant, c'est que ils ont descendu des couvertures aussi pour couvrir les morts en fait. Les morts sur les morts sur la terrasse. La terrasse, j'y suis pas allé en fait sur la terrasse. Très rapidement, j'entends sur les ondes radio mes collègues demander des renforts pour des attentats similaires. Et là, on comprend l'ampleur de l'attaque. Une phrase, je me dis, là, c'est la guerre. On est en train de vivre une scène de guerre en plein Paris en 2015. Il y a eu 21 morts. Vous imaginez 21 morts alors qu'il y a 28 places assises? C'est... Jam est partie comme elle était, belle et classe. Pas une goutte de sang. Son visage était comme d'habitude. Elle est partie sans souffrance, avec dignité. Elle a prononcé le nom de Tess. Je lui tenais la main. La chaleur était là, mais elle était épuisée. Avec son hémorragie interne, elle est partie en douceur, comme quelqu'un qui s'ouvre les veines. Elle a tout fait pour ne pas m'effrayer. Elle me connaissait bien. Je lui ai fermé les yeux. J'ai embrassé une dernière fois son front. Après, je me rappelle plus. Voilà. Ça, en fait, si je veux bien le lire, c'est parce que... je me dis que c'est une belle façon de lui rendre hommage. Voilà.